beaucoup de choses ont déjà été dites. Je voudrais d'abord excuser le président Jacques Godefroy, qui ne peut pas être des nôtres aujourd'hui, qui était retenu en France. Et puis vous remercier, monsieur l'ambassadeur, ainsi que vos services, en particulier monsieur Olivier Jacquot, pour l'aide décisive que vous apportez à cette journée. C'est la 3e journée consécutive qui est organisée, franco-italienne, en coopération avec Magna Carta. Je remercie le président et madame Cavallero, Vodova, qui était la personne clé, je crois, du montage scientifique de la journée, et puis Frédéric Fogassi aussi, qui du côté de la Fondation de Gaulle est un élément très actif, et saluer aussi Gilles Le Béguec, qui est à l'origine de cette manifestation pour une très large part, Alain Laquiès, qui participe depuis le début, je crois, le professeur Laquiès, et puis Hervé Guémard, qui est à la fois une personnalité politique importante et puis un connaisseur du gaullisme très, très aiguisé. Alors, ce que j'ai compris, c'est la première fois que je viens, c'est que le but de cette journée est de confronter des historiens à des acteurs politiques sur des questions actuelles, contemporaines, mais qu'on s'efforce d'éclairer à travers l'histoire, peut-être en fonction un peu de cette vision stéréoscopique que l'on prêtait au général de Gaulle et qui était cette faculté de lire en relief l'actualité. Il y a 2 ans, donc, il y avait eu ce travail sur les réformes du modèle constitutionnel. L'an dernier, vous avez réfléchi sur la décentralisation et les réformes territoriales, s'agissant de 2 systèmes très différents. Cette année, comme ça a été dit, et notamment par vous, monsieur l'ambassadeur, le thème choisi est particulièrement d'actualité. C'est celui du futur, enfin de la crise, et peut-être, je parle de la France, et de la refondation, puisque c'est un terme à la mode, des partis politiques. Alors, la Fondation Charles de Gaulle, évidemment, a une certaine légitimité un peu paradoxale à s'exprimer sur le sujet, puisque la rupture avec le régime des partis, la réinvention du modèle partisan autour de la notion de rassemblement, tout cela, c'est au cœur de la Ve République, vous l'avez rappelé. Et je relisais ce que disait de Gaulle sur les partis, notamment dans les Mémoires d'Espoir, et c'est toujours extrêmement énergique. Les partis, les vieux partis, pour de Gaulle, c'est vraiment les dérives ultra-parlementaristes de la IVe République. C'est tout un passé avec lequel il faut rompre, ce qu'il identifie au compromis médiocre et à l'impuissance de l'État, qui pour lui est une notion beaucoup plus exécutive, une sorte d'énergie un peu transcendante qui est très éloignée du système parlementaire. Et on retrouve, j'ai entendu le nom de Jacques Maritain, on retrouve un peu l'héritage de Charles Péguy, qui était aussi très hostile à cette idée des partis et qui s'était éloigné du socialisme dès lors que le socialisme était devenu une formation partisane. Et on sait que Péguy a eu une grande influence sur de Gaulle et que de Gaulle disait même que c'était le seul écrivain qui l'avait véritablement, en fond, influencé. Et je retrouvais ces formules de Gaulle au début de l'effort: arracher l'État à la discrétion des partis, l'instinct de conservation tient en haleine les partis, les fiefs politiques, l'aversion des intérêts organisés à l'égard d'un pouvoir fort, la primauté des partis qu'il décrivait comme étant la remise en marche du déclin. Donc cette idée explique aussi pourquoi les gaullistes, dans une certaine fidélité à l'héritage de Gaulle, ont défendu toujours, jusqu'à une époque relativement récente, jusqu'au début des années 2000, l'idée d'un rassemblement plutôt que l'idée d'un parti, même si le rassemblement gaulliste avait évolué de fait vers une forme partisane beaucoup plus classique au fil des années. Vous avez évoqué l'image du confessionnal qui est très drôle, je crois que c'est pendant la campagne de 65. Effectivement, de Gaulle disait qu'on avait fait entrer le diable dans le confessionnal, et donc de ce point de vue, à moins d'appeler un exorciste, les choses devenaient extrêmement dangereuses. J'ai une petite nuance à apporter, si vous le permettez. Je crois quand même que de Gaulle pensait que l'élection au suffrage universel allait lui permettre d'éloigner définitivement le diable, et ce qui a ramené les partis, effectivement, Georges Pompidou a été un homme qui a ouvert davantage, qui a voulu ouvrir la majorité. Il y a quand même une césure, me semble-t-il, c'est que jusqu'à Georges Pompidou inclus, il y a le refus d'une possibilité de la cohabitation entre un président de la République et un Premier ministre, qui va être accepté pour la première fois dans son principe, même s'il n'aura pas à l'appliquer par Valéry Giscard d'Estaing, et qui va être mise en œuvre par François Mitterrand. Et là, je pense que la cohabitation, c'est ce qui va, comme l'avait annoncé Pompidou, faire retraverser le pouvoir du côté de la Seine. Le pouvoir va quitter l'Élysée pour aller de l'autre côté de la Seine. Et c'est la cohabitation qui va quand même mettre en scène des choses étonnantes. Un président de la République muet au Conseil des ministres devant un gouvernement composé de ministres choisis selon des soupesages qui étaient tout à fait étrangers à la tradition de la Ve République. Ou,
pour la campagne de 1988, un président de la République en exercice et un Premier ministre en exercice s'accusant mutuellement de mensonges. Donc on peut dire quand même que la cohabitation en France a déstabilisé profondément la vision de l'institution présidentielle, et ça a sans doute joué beaucoup aussi dans ce retour en force de formes partisanes traditionnelles, au point que même la cohabitation étant terminée, quand on voit le premier gouvernement Juppé, on voit en 1995, on voit qu'il y a une reprise de ces dosages partisans dans la composition du gouvernement qui était étranger à la tradition française. Alors aujourd'hui, on peut observer quand même que je parle de la France, je connais mal l'Italie malheureusement, je connais mal encore. Les partis ont quand même eu pendant ces dernières années la vie dure, mais on voit bien qu'ils ont subi des influences, des contre-influences, des éléments de déstabilisation avec de nouvelles formes de médiatisation, les réseaux sociaux, peut-être la sensibilité de plus en plus forte des dirigeants des partis aux médias, parce que la médiatisation de la vie politique est très ancienne, mais il est certain que les figures des partis politiques, et notamment la jeune génération, ça peut surprendre, la jeune génération est encore plus sensible au rôle des médias et aux évolutions des médias peut-être que ses prédécesseurs, et tout ce qui va avec ces nouveaux lieux de sociabilité qui évidemment renvoient à une autre conception dont on parlera tout à l'heure, je crois que celle du parti de masse. Donc il y a véritablement un vrai sujet. Quel est l'effet durable finalement des bouleversements introduits par les cohabitations, le quinquennat et cette montée en force du régime des partis, et puis maintenant, aujourd'hui, cette situation où effectivement on est confronté à quelque chose de tout à fait nouveau en apparence, avec l'apparition d'un parti nouveau qui s'est formé autour d'une personnalité présidentielle, un effondrement, ou en tout cas une réduction très forte du parti représentant la droite et le centre, et puis quasi disparition du Parti socialiste traditionnel. On a vraiment l'impression effectivement que le champ politique est tout à fait bouleversé. Là aussi, on peut s'interroger sur des évolutions propres à la France qui ont pu jouer, et notamment sur le seuil qui était franchi en 2002 par le mouvement d'inspiration gaulliste, qui était le Rassemblement pour la République, du jour où il a fait une sorte de fusion avec le centre. D'ailleurs, aux dernières élections et dans le cadre des primaires, les électeurs pour les primaires étaient appelés à voter pour une sorte de charte de la droite et du centre, ce qui était quand même une rupture assez forte avec la tradition du mouvement gaulliste, qui était peut-être périmée, mais qui, en tout cas, là, est assez définitive, et qui a sans doute entraîné une dilution un peu du contenu idéologique. Alors, il y a donc des facteurs spécifiquement français qui tiennent à la façon dont la fonction présidentielle a évolué, à la façon dont la manière dont les gouvernements ont été constitués, et à la façon dont les partis politiques, les grandes formations politiques, sans doute comme l'était le RPR, sont éloignés de l'idée du mouvement. Je rappelle que, je crois que c'était en 97 ou 98, il y a eu une tentative de Philippe Séguin, qui était président du RPR, de faire rebaptiser le RPR RPF, Rassemblement du peuple français. Comme c'était 50-50, et qu'il avait un contrôle incertain de la machine du parti en cette période de cohabitation où Jacques Chirac était à l'Élysée, Philippe Séguin a renoncé, mais l'idée était très claire. En 97-98, pour Philippe Séguin, qui est un gaulliste traditionnel, c'était de ramener le mouvement gaulliste vers l'esprit des origines, qui était le Rassemblement du peuple français, c'est-à-dire un mouvement qui allait bien au-delà du champ de la droite classique, bien au-delà du centre, et qui même avait une implantation dans le milieu ouvrier. Il y avait peut-être l'idée aussi, chez Philippe Séguin et certains dirigeants de l'époque, de freiner ce qu'on voyait bien gonfler, apparaître et gonfler, se développer, qui était le Front National, et sa capacité à pirater une partie du patrimoine intellectuel et politique du gaullisme. Alors aujourd'hui, donc, avec La République en marche, avec ce paysage, les deux grands partis traditionnels qui sont en très mauvaise posture, l'incertitude qui règne à la fois sur l'extrême droite et sur l'extrême gauche de l'échiquier politique, on peut se demander si on va vers quelque chose de radicalement différent, vers une recomposition complète du paysage politique français et une redéfinition du rôle des partis. Peut-être à la réapparition de l'idée de mouvement. Et je dois dire que je suis très incertain là-dessus et que j'attends beaucoup de cette journée pour essayer non pas d'avoir des réponses, parce que ça sera difficile d'avoir des réponses précises,
mais d'essayer de formuler des hypothèses un petit peu plus précises. Il y a une phrase de Tocqueville, c'est là-dessus que je terminerai, qui m'a toujours frappé au début de la démocratie en Amérique. Il dit « Il faut une science politique nouvelle à un monde tout nouveau ». Parce qu'évidemment, Tocqueville voyait ce fleuve de la démocratie et de l'égalité qui l'inquiétait et le fascinait en même temps. Il disait « On va vers quelque chose de radicalement différent. Est-ce que pour ce monde nouveau qui est en train de naître, il ne faut pas une science politique nouvelle ?» On peut se poser la même question aujourd'hui avec la mondialisation, avec la crise des partis, la crise des démocraties en Europe, la montée du populisme, tous ces phénomènes qui sont des symptômes de maladie de la démocratie. Mais peut-être aussi, et c'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter totalement, y a-t-il dans ces nouveautés apparentes beaucoup de vieux, je parle de la France, et peut-être, en réalité, verrons-nous réapparaître sous les oripeaux de la nouveauté des vieux fonctionnements partisans qu'on avait oubliés. C'est une des critiques qui est adressée beaucoup à l'évolution de la Ve République au cours de ces dernières années, c'est l'idée que la Quatrième République s'est réinstallée dans les institutions de la Cinquième avec l'avantage de la stabilité que donne le cadre institutionnel de 1958. Alors, est-ce que c'est cette hypothèse-là, le vieux sous la couleur du nouveau, ou véritablement quelque chose de radicalement nouveau? Je ne sais pas si on aura la réponse aujourd'hui pour la France, mais peut-être l'Italie nous aidera à comprendre laquelle de ces hypothèses est la plus vraisemblable.